Dans notre vidéo-lettre, ce mois-ci, on parle de notre processus de recherche de nouveaux titres. Chers clients, bienvenue à la vidéo-lettre du troisième trimestre où on veut vous donner un aperçu du travail de recherche qui est fait avant d'arriver à l'étape de produire une analyse initiale complète sur une nouvelle entreprise. Alors, c'est un processus par lequel on va regarder des dizaines d'entreprises et on va éliminer la très grande majorité d'entre elles. Alors, on va rapidement éliminer celles où on ne comprend pas le modèle d'affaires, on ne comprend pas leurs produits ou qui ne sont pas rentables. Généralement, on va éliminer les entreprises qui sont déjà à leur maturité parce que, comme vous savez, le rendement en bourse est très corrélé à la croissance du profit. Et donc, les entreprises matures ont moins de croissance potentielle. Donc, on peut penser, par exemple, à IBM, qui n'ont pas vraiment su s'adapter au virage info-nuagique, contrairement à Microsoft, par exemple. D'autres exemples, ça serait comme un Loblaws ou un Canadian Tire, qui ont déjà pas mal percé leur marché adressable. Donc, il ne reste pas beaucoup de nouvelles places pour croître. Parfois, on va éliminer des entreprises pour des raisons de gouvernance. Alors récemment, on a regardé une entreprise qui s'appelle Perimeter Solutions et ils ont un quasi-monopole dans les produits chimiques pour combattre des feux de forêt. Et on connaît très bien leurs administrateurs, sont très reconnus en fait dans le monde des affaires. Il y a Nick Hawley qui est le PDG de Transdigm, Will Thorndike, l'auteur du livre The Outsiders, et Tracy Britt qui était chez Berkshire Hathaway. Ce qu'on aimait moins, par contre, c'est leur structure de rémunération qui était très, très agressive. Et donc, on parle de... Ici, les administrateurs, ils se payaient 1,5% de la valeur boursière de l'entreprise à chaque année comme frais de base, plus des frais de performance de 18% sur l'appréciation de la valeur boursière de l'entreprise. Donc, leur rémunération pouvait rapidement être dans les dizaines de millions de dollars pour une petite entreprise. Parfois, on va regarder un secteur et on va éliminer la plupart des entreprises de ce secteur-là, mais il va y avoir une entreprise qui va ressortir du lot. C'est ce qui est arrivé quand on a regardé le secteur de l'emballage. Donc, on avait éliminé, par exemple, Cascade, qui produit des emballages de carton, des boîtes de carton puis du papier tissu. Elle avait un rendement sur le capital qu'on jugeait insuffisant, mais en revanche, on a fait l'analyse complète d'une entreprise qui s'appelle Winpak, qui avait un rendement sur le capital 2 fois plus élevé que Cascade, et c'est parce qu'elle faisait des emballages beaucoup plus spécialisés et sophistiqués, comme par exemple des pots de yogourt ou des emballages pour viande emballée sous vide. Donc, on s'est mis à suivre Winpak. On ne l'a jamais acheté, par contre, dans les portefeuilles parce qu'on s'est rendu compte que la gestion du capital était un petit peu trop pantouflard à notre goût. Donc, il laissait dormir l'encaisse au bilan sans le retourner aux actionnaires ou sans faire d'acquisition. Là où notre travail de recherche devient un peu plus ardu, c'est quand on pense avoir trouvé un joyau, donc une entreprise intéressante, et on investit beaucoup de temps pour approfondir nos connaissances sur l'entreprise, mais en cours de route, on s'aperçoit qu'il y a des risques avec lesquels on est peut-être moins à l'aise. Donc, ça a été le cas avec une entreprise, un détaillant américain qui s'appelle Five Below, donc qui vend des items à 5 $ ciblés à des jeunes adolescents et préadolescents. Donc, on peut penser à des accessoires électroniques, des jouets, des articles de sport, des bonbons. Donc, on aimait vraiment le fait que ces magasins étaient très, très rentables, donc 25% de retour sur investissement. Et les dirigeants étaient bons pour gérer l'assortiment en magasin, pour être à l'affût des tendances chez les jeunes. Donc ça, c'est un aspect important qu'on aimait. Mais on s'est rendu compte que peut-être que les barrières à l'entrée sont pas si élevées que ça, parce qu'on a vu, bon, ils n'ont pas de concurrents directs aux États-Unis, mais on a quand même vu Dollar General lancer un concept très similaire qui s'appelle Pop Shelf, donc des items aussi à 5 $, mais ciblés plus pour des adultes. Et dans notre Dollar General, on les ressource pour si vous voulez un jour peut-être lancer un concurrent plus direct à Five Below. Ensuite de ça,
on craint qu'ils arriveraient peut-être plus rapidement que prévu à maturité. Donc, ils ont déjà 1200 magasins, ils veulent en avoir 3500 en 2030, alors qu'ils ciblent seulement une petite partie de la population, donc les adolescents, les jeunes. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et enfin, on avait de la misère à se projeter dans 10 ans et d'essayer de se mettre dans le design, de savoir si le concept allait être aussi durable et aussi attrayant pour un jeune adolescent. Donc, dans ces situations-là, ça se peut qu'on fasse une erreur, évidemment, de passer sur l'occasion et que ça soit un coup de circuit, mais dans le doute, on aime mieux passer notre tour et quitte à avoir tort plus tard. C'est un risque avec lequel on est prêt à vivre. Donc, un deuxième exemple d'entreprise qui était difficile pour nous de rejeter, c'est PayPal. Donc, PayPal qui fait des portefeuilles digitaux pour les consommateurs pour qu'ils puissent payer leurs achats en ligne. Et ça permet aussi aux commerçants en ligne de recevoir l'argent. Donc, leur force, c'est qu'ils ont un réseau de 400 millions d'utilisateurs. Donc, ça incite les commerçants à accepter PayPal comme méthode de paiement. Et ça incite aussi, plus la méthode de paiement est acceptée par les commerçants, plus ça incite les consommateurs à s'ouvrir un compte. Donc, c'est un cercle vertueux qui était intéressant. Par contre, on voit des nouvelles entreprises émerger qui prennent des parts de marché assez rapidement. Donc, on peut penser à une entreprise européenne, Adyen, qui a même réussi à voler le concurrent principal de PayPal, qui est eBay. Puis un autre concurrent émergent, c'est Stripe, donc qui semble avoir des solutions peut-être encore plus intéressantes que PayPal pour un petit commerçant. Et c'est sans mentionner la panoplie de solutions de paiement aujourd'hui qu'on a, comme par exemple Apple Pay, ShopPay de Shopify, Google Pay, Amazon qui vient de lancer Buy with Prime. Donc, c'est une industrie qui évolue assez rapidement et c'est ça, c'est difficile de savoir si PayPal dans 10 ans va être aussi forte. Puis, on s'est dit, pour un multiple d'évaluation similaire, on aimait mieux détenir plus de Visa. Alors que Visa, elle va en fait bénéficier de toutes ces solutions-là parce qu'ultimement, ils utilisent le réseau débit et crédit de Visa et Mastercard pour offrir toutes ces solutions-là. Aussi, des fois, on va amorcer le suivi d'une entreprise, on va faire l'analyse complète, mais on ne l'achètera pas dans les portefeuilles et après un certain temps, on va même arrêter de la suivre parce qu'il y a eu des développements négatifs dans l'entreprise. Donc, ça a été le cas avec Stingray qu'on avait regardé en 2016. Donc, Stingray, il programme des chaînes musicales qui sont distribuées ensuite par télévision, comme par des câbleaux distributeurs comme Vidéotron. Puis ces chaînes-là, absolument, sont souvent incluses par défaut dans les forfaits de câble. Et on s'est aperçu que les gens commençaient à couper le câble. Donc, ça mettait de la pression sur les revenus de Stingray et ça effrite aussi leur avantage qui était de passer par les Vidéotrons et les Bell de ce monde. Alors, ils doivent s'adapter à un nouvel environnement où ce qu'on a les Netflix et les Amazon. Donc, un consommateur doit vouloir aller télécharger l'application de Stingray et vouloir payer pour Stingray. Et il y a aussi, avec Spotify, on a accès à tout le catalogue musical au monde pour 10 $ par mois. Enfin, je mentionnerais qu'ils ont fait une acquisition qu'on aimait moins dans les stations de radio qui n'avaient pas vraiment de lien avec les chaînes de télévision musicale. Donc, en conclusion, je dirais, si vous ne voyez pas de nouvelles entreprises dans le portefeuille, soyez assurés qu'on met quand même des efforts pour essayer d'en découvrir des nouvelles. Et quand on achète une nouvelle entreprise, ça veut dire généralement qu'on en a éliminé plusieurs au préalable. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait au préalable. Et on ne pense pas que c'est des heures perdues parce qu'ultimement, c'est nécessaire pour qu'on puisse trouver les bonnes entreprises à suivre puis éventuellement ajouter au portefeuille.
Alors maintenant, on tenait à faire une mise à jour des titres de Meta et Alphabet parce qu'on a reçu plusieurs questions sur leur baisse dans le marché. Et donc, si on regarde premièrement les plus récents résultats, les revenus de Meta ont progressé de 3%, ceux de Google de 16% quand on exclut les effets de taux de change. Et donc, c'est un ralentissement par rapport à l'an dernier sur leur croissance. Ce qu'on voit, c'est, je dirais, une récession dans le domaine de la publicité. Donc, c'est causé par des annonceurs qui resserrent leur budget parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine. Donc, c'est facile pour une entreprise de soudainement couper son budget de publicité. Et considérant la sensibilité économique des budgets, c'est pas étonnant de voir les titres de Meta et Google sous-performer le marché à court terme. Selon nous, durant une récession, les canaux de publicité qui seraient le plus résilients sont ceux de Google et Amazon parce qu'ils détiennent une très bonne qualité d'informations sur l'intention d'achat d'un utilisateur. Donc, pour un annonceur, ça veut dire un meilleur retour sur investissement qui est plus mesurable et plus immédiat par rapport à un Facebook ou Instagram où c'est plus une publicité, je dirais, basée sur la reconnaissance de marque, un peu plus discrétionnaire où le rendement est un peu moins immédiat. Donc, c'est ça, c'est plus facile à couper. En plus de ça, Meta ont deux autres vents de face qui est les changements apportés par Apple. Donc, c'est des changements qui réduisent la quantité de données que Meta peut utiliser pour cibler son audience avec de la publicité. Donc, c'est un coût d'environ 8% de croissance sur les revenus cette année de Meta. Et l'autre chose, c'est que Meta est en train de transitionner vers les vidéos Reels. Et ces vidéos-là sont sous-monétisées en ce moment. Donc, ils génèrent une quantité minime de revenus. Et donc, ultimement, ce qu'on pense, c'est que les vents de face vont s'estomper. Donc, les annonceurs vont revenir dans le marché éventuellement, vont réaugmenter leur budget. Et pour Meta, les changements d'Apple, ça va être annualisé. Donc, c'est cette année. Ensuite, ils repartent l'année prochaine avec une base de revenus où on n'a pas encore cette diminution de revenus-là. Ils vont tenter de s'adapter, bien évidemment. Et pour Reels, eh bien, ils vont commencer à mieux monétiser les vidéos. Donc, ça va commencer à générer plus de revenus, probablement à court terme. Pendant ce temps-là, Meta est en train de réduire ses dépenses. Donc, quand les revenus vont s'accélérer, on pense qu'il va y avoir du levier opérationnel. Donc, le profit devrait recommencer à croître de manière intéressante. Et maintenant, en termes de nouveaux développements chez Medici, on tenait à souligner deux éléments. Donc, on a participé à une activité philanthropique où on a aidé des jeunes qui sont issus d'un milieu un peu difficile de la DPJ à avoir une entrée scolaire en beauté. Donc, on a acheté et assemblé des articles scolaires et des sacs d'école pour eux. Alors, on est fiers d'avoir participé à cet événement-là. Et on tenait à féliciter notre collègue Étienne Boulonne pour avoir passé ses cours en négociation de titres. Alors, ça fait un peu plus d'un an qu'Étienne est avec nous et il travaille à exécuter les transactions dans les portefeuilles. Alors, en conclusion, les épisodes de volatilité, c'est jamais agréable à vivre. Ça demande de la patience. Un des trucs, c'est de moins regarder son portefeuille. La volatilité, c'est malheureusement le coût d'admission à la bourse pour obtenir des rendements intéressants à long terme dans les actions. Alors, on vous remercie de votre confiance et on se revoit pour la prochaine vidéo lettre. Merci.